Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte vraiment particulier. Ça date de 1925. Ça s'appelle L'animé et l'inanimé et c'est signé d'un nom que, honnêtement, peu de gens connaissent. William James Sidis. Et pourtant, c'est une des théories les plus folles et en même temps les plus fascinantes que j'ai pu lire. L'objectif, c'est de décortiquer cette idée radicale. Elle remet en question l'univers, la vie et même la nature même du temps. C'est un texte qui force à tout repenser. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour bien comprendre le génie ou la folie de Sidis, il faut d'abord voir à quoi il s'attaque. C'est un monstre sacré de la physique, la seconde loi de la thermodynamique. Pour faire simple, c'est la loi qui dit que tout fout le camp. La chaleur se disperse, l'ordre devient du désordre. C'est l'idée que l'entropie, la mesure de ce désordre, ne peut qu'augmenter. Une tasse brisée, elle ne se recolle pas par magie. C'est tout à fait ça. Et à cause de cette loi, on a l'impression que c'est la seule chose dans tout l'univers qui donne une direction au temps. Une flèche qui pointe seulement vers le futur, vers plus de désordre. On l'appelle justement la flèche du temps. Toutes les autres grandes lois de la physique, elles s'en fichent. Attends, ça c'est un point super important. Comment ça, elle s'en fiche? Si je lance une balle en l'air, elle monte, puis elle redescend. Si je passe le film à l'envers, ça ne marche pas, elle descend, puis elle monte. Ah mais si, justement. Imagine que tu filmes la trajectoire parfaite d'une planète, sans aucun frottement. Si tu passes ce film à l'envers, tu vois la planète suivre la même orbite, mais dans l'autre sens. Et ça obéit exactement aux mêmes lois de la gravité. Les équations, elles fonctionnent dans les deux sens du temps. Elles sont réversibles. Et c'est ça que Sidis trouve si étrange. Quoi donc? Pourquoi est-ce que les lois qui gouvernent les plus petites particules sont réversibles, alors que la loi des grands ensembles, elle, ne l'est pas? C'est ce paradoxe qui est son point de départ. D'accord, je vois. Le monde microscopique, c'est un film qu'on peut jouer dans les deux sens. Mais notre monde, le monde macroscopique, ne peut aller que de l'avant. Et Sidis se dit, il y a un truc qui cloche. Précisément, il met le doigt sur une incohérence fondamentale. L'explication classique, à l'époque, c'était les probabilités. Des physiciens comme Clerk Maxwell disaient « Oui, en théorie, toutes les molécules d'air de la pièce pourraient aller dans un seul coin. Ce serait l'inverse de la dispersion. Mais statistiquement, c'est tellement improbable que ça n'arrive jamais. L'univers choisit le chemin le plus probable, et le plus probable, c'est le désordre. » Ça a l'air logique, oui. C'est une question de statistique, pas une loi absolue. Et c'est là que Sidis est brillant. Il retourne complètement l'argument. Il dit, d'accord, admettons, mais si on applique cette logique des probabilités en remontant dans le passé, ça devrait être la même chose. Partir d'un état de désordre actuel, les morceaux de ta tasse sur le sol, et retracer le chemin vers un passé très ordonné, la tasse intacte, c'est tout aussi improbable statistiquement. Si l'argument des probabilités était juste, on ne devrait même pas avoir de souvenir d'un passé ordonné. Oula, c'est subtil ça. C'est puissant. En gros, il dit que l'argument qui justifie le futur devrait nous interdire d'avoir un passé. C'est exactement ça. Il montre que l'argument probabiliste est une impasse. Et c'est de là qu'il tire sa conclusion radicale. Pour lui, cette fameuse seconde loi, ce n'est pas du tout une loi universelle. C'est juste une tendance, une habitude que notre coin d'univers a prise. Et si c'est une tendance, il doit y avoir des exceptions. Des exceptions, ou même des endroits où la tendance est complètement inversée. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Si on imagine une inversion de cette loi, à quoi ça ressemblerait concrètement? Sidi Semal nous propose de reprendre son expérience de pensée, celle du film à l'envers. On avait l'œuf qui se brise. À l'envers, on verrait des fragments de coquilles et de jaune sur le sol qui se rassemblent. Ils absorbent de la chaleur du sol et hop, ils sautent pour se reformer en un œuf parfait dans la main de quelqu'un. Ça a l'air vivant. On dirait que l'œuf a un but, se reconstituer. Ce n'est plus un événement passif, c'est une action. Tu mets le doigt dessus. Sisidis identifie deux caractéristiques clés de ce phénomène inversé. La première, c'est ça, une téléologie apparente. Un mot un peu compliqué pour dire que les événements semblent guidés par un objectif. Guidés par le futur plutôt que poussés par le passé. La deuxième caractéristique, c'est que pour faire ce miracle, l'objet doit puiser de l'énergie là où on ne s'y attend pas. Il doit prendre la chaleur ambiante, cette énergie de basse qualité que la seconde loi considère comme perdue, et la reconcentrer. Sisidis appelle ça utiliser l'énergie de réserve. Un but apparent est la capacité de puiser dans une énergie inutilisable.
Franchement, ça ne ressemble à rien de connu dans le monde inanimé. On dirait presque la définition d'un être vivant, non? C'est là où il va en venir. C'est exactement là où il veut en venir. Et c'est la grande révélation de son livre. Le phénomène qui coche toutes ces cases, ce n'est pas une créature de science-fiction. C'est la vie elle-même. Son idée, c'est que les organismes vivants ne sont pas une anomalie dans les lois de la physique. Ils sont une loi de la physique, mais celle qui tourne à l'envers. Nous sommes, littéralement, des poches d'univers à contre-courant. Wow, attends, il faut que je digère ça une seconde. Donc un arbre qui pousse, qui prend des éléments simples, désordonnés, du CO2, de l'eau, pour construire une structure hyper complexe, c'est une manifestation physique de la thermodynamique inversée? C'est 10, oui. Un être vivant est une machine qui crée de l'ordre à partir du désordre, qui concentre l'énergie au lieu de la dissiper. Et c'est ça qui rend sa théorie si élégante. Elle réconcilie deux camps qui s'opposaient depuis toujours en biologie, les mécanistes et les vitalistes. Les mécanistes, qui disaient que la vie n'est qu'une grosse machine chimique. Voilà. Et les vitalistes qui pensaient qu'il y avait une force vitale, une sorte d'étincelle magique. Et lui, il dit que les deux ont un peu raison. La vie obéit bien à la physique, pas de magie, mais la force vitale, c'est juste le fait que cette physique fonctionne à rebours de la tendance générale. C'est tout à fait ça. La vie nous paraît spéciale, presque magique, parce qu'elle est l'incarnation vivante de la tendance inverse. C'est déjà une idée renversante, rien qu'en biologie. Mais connaissant le personnage, j'imagine qu'il ne s'est pas arrêté là. Est-ce qu'il a appliqué cette théorie à l'échelle cosmique? Bien sûr, il applique exactement la même logique. Si notre région de l'univers, notre galaxie, est dominée par la tendance positive, la loi qu'on connaît, alors la logique des probabilités suggère qu'il doit exister d'autres régions de l'univers où c'est la tendance inverse, négative, qui domine. Et à quoi ressemblerait un endroit pareil? Un univers où les œufs se réparent tout seuls? À plus grande échelle, oui, un endroit où les étoiles, au lieu de rayonner leur énergie, l'absorberaient. Et cette idée, aussi folle qu'elle paraisse, lui permet de résoudre un des plus vieux paradoxes de l'astronomie, le paradoxe d'Olbers. Le paradoxe du ciel noir. Si l'univers est infini et rempli d'étoiles, pourquoi le ciel est noir la nuit? On devrait voir une étoile partout. Partout, et le ciel devrait être aussi brillant que le soleil, oui. La solution de Sidis est d'une simplicité déconcertante. Il imagine l'univers comme un immense damier en 3 dimensions. Il y a des briques positives, comme la nôtre, où les étoiles brillent, et il y a des briques négatives, intercalées, où les étoiles sont des objets super chauds, mais qui absorbent toute la lumière qui les frappe. Vues de l'extérieur, elles seraient comme des corps parfaitement noirs. D'accord, je vois l'image. On est dans une pièce éclairée, mais les murs, le sol, le plafond, tout est fait d'un matériau qui absorbe la lumière. Donc on ne voit que ce qui est dans notre pièce. Le ciel est noir parce que ces régions négatives nous bloquent la vue des autres briques lointaines. C'est exactement l'idée. Notre univers visible nous semble fini, mais c'est une illusion. L'univers, lui, serait infini. Il va même jusqu'à dire que la forme de notre galaxie, la Voie lactée, cette bande d'étoiles, c'est juste l'effet de notre position à l'intérieur de notre brique. Quand on regarde vers les bords les plus denses de notre propre section. C'est élégant, c'est sûr, mais ça semble aussi un peu sorti du chapeau, non? Ce damier, ça vient d'où? Est-ce qu'il a la moindre chose pour étayer ça? Ou c'est de la pure spéculation pour que son modèle tienne debout? C'est de la spéculation, oui, mais une spéculation qui a un pouvoir explicatif intéressant. Par exemple, il l'utilise pour expliquer les novas. Tu sais, ces étoiles qui deviennent soudainement extraordinairement brillantes. Pour Sidis, c'est très simple. Une nova, c'est une étoile qui voyage et qui passe la frontière entre une section négative et une section positive. Ah, pas bête. Dans la zone négative, elle charge ses batteries, elle absorbe de l'énergie. Et au moment où elle franchit la frontière, les lois changent pour elle. Elle passe du mode absorption au mode émission. Et toute l'énergie accumulée est relâchée d'un coup, boum. Exactement. Une explosion de lumière. C'est une explication purement mécanique presque, simple. D'accord, on a donc un univers en damier, des zones qui vivent à l'endroit, d'autres à l'envers. La vie est l'incarnation de cette inversion. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres. Si on pouvait visiter une de ces zones négatives, qu'est-ce qu'on verrait? Et surtout, comment un habitant de cette zone percevrait le temps? C'est là que Sidis nous emmène dans le dernier virage, le plus métaphysique. Il se pose exactement cette question. Il imagine des organismes pseudo-vivants dans ces univers négatifs. Pour exister, comme nous, ils doivent aller à contre-courant de leur environnement.
Donc si leur environnement suit la tendance négative, ou l'entropie diminue, eux, ils suivront la tendance positive. L'entropie augmente. Ils seraient notre miroir parfait. Ils seraient donc comme des objets inanimés pour nous, se désagrégeant, se refroidissant. Construction de notre esprit. Pourquoi le temps semble aller du passé vers le futur pour nous? Parce que notre mémoire enregistre les états passés. Et le passé, pour nous, c'est la direction où il y avait plus d'ordre. Notre conscience est donc structurée pour percevoir le temps comme allant de l'ordre vers le désordre. Ok, je suis. La mémoire, c'est une photo d'un état moins bordélique. Donc on a l'impression d'avancer vers plus de bordel. Voilà. Maintenant, applique ça à l'habitant de l'univers négatif. Son organisme à lui est aussi structuré pour aller vers plus de désordre, mais selon ses propres lois. Sa mémoire sera donc orientée vers son passé, c'est-à-dire la direction de l'ordre pour lui. Mais son passé à lui, c'est notre futur. Attends, donc ce type, dans l'univers d'à côté, il se souviendrait du futur. Pour lui, le temps s'écoulerait dans la direction opposée à la nôtre. Précisément. Et du coup, de son point de vue, il aurait l'impression que son univers obéit parfaitement à la seconde loi. Il verrait les choses se dégrader, se disperser, exactement comme nous. La flèche du temps n'est pas une propriété de l'univers, c'est une propriété de la conscience qui l'observe. La différence entre avant et après devient aussi relative que celle entre gauche et droite. C'est complètement dingue. Ça donne le tournis. On se demande si notre double, quelque part, est en train de se souvenir de cette conversation, avant même qu'on l'ait finie. Ça veut dire qu'on ne pourrait jamais savoir. Si on était transporté là-bas, on ne s'en rendrait même pas compte. C'est la conclusion ultime de Sidis. Il est impossible de savoir si nous sommes des êtres vivants dans un univers positif ou des êtres pseudo-vivants dans un univers négatif qu'on expérimente à l'envers. Les deux perspectives sont, de l'intérieur, indiscernables. C'est vertigineux. Mais, ok, c'est une construction magnifique. Mais il y a un truc qui me chiffonne. L'idée que la vie inverse totalement la seconde loi. Quand je cours, je produis de la chaleur, je la dissipe. Quand j'applaudis, mes mains chauffent. Ça, c'est de la thermodynamique classique en action, non? On ne fait pas que créer de l'ordre, on produit aussi pas mal de désordre. C'est une objection absolument parfaite. Et ce qui est remarquable chez Sidis, c'est son honnêteté intellectuelle. Il formule lui-même cette objection à la fin de son livre. Il admet que les êtres vivants ne sont pas des inverseurs parfaits et permanents de la loi. On crée de l'ordre localement, oui, mais au prix d'une augmentation globale du désordre, en dégageant de la chaleur, par exemple. Donc même lui n'était pas convaincu à 100%. Exactement. Il ne présente pas ça comme une vérité révélée, mais comme un modèle, une spéculation, comme il dit, pour nous forcer à questionner nos certitudes les plus profondes. Il nous dit « Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le temps n'était qu'une perspective, une illusion créée par la structure même de votre cerveau ?» C'est une invitation à l'humilité. Une invitation assez radicale, on peut dire. Et ça nous laisse avec une question assez déstabilisante pour finir. Si une chose aussi fondamentale que la flèche du temps n'est peut-être qu'un sous-produit de la façon dont notre mémoire est câblée, quelles autres vérités sur l'univers pourraient n'être que des reflets, non pas du cosmos lui-même, mais de la manière dont nous sommes construits pour le regarder ?